Ce matin, j'ai la chance de recevoir trois experts, mais plus que des experts, là, je ne dirais pas des dieux de l'événementiel, mais c'est quasiment ça, des gens qui sont à la fois des têtes pensantes, mais aussi qui ont une vision assez macro de l'événementiel. On va parler d'événementiel surtout dans ce qui a changé, c'est quoi les nouvelles réalités et à quoi vous allez devoir vous attendre. Fait que, je vais vous les présenter rapidement, puis après ça, je vais les laisser se présenter d'une façon un peu plus complète. Je vais commencer avec David, parce que David est un peu l'exception ce matin. David Messier, qui est le DG de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. David, tu vas avoir là 2 minutes de te présenter un peu plus grand, mais aussi pour leur présenter tout ton portefeuille d'événements pour que les gens comprennent bien la position pour laquelle j'ai voulu que tu viennes participer ce matin. On a Gilbert Paquette, qui est le DG de Tourisme d'affaires Québec, et François Chevrier, qui est le DG d'Événements Attractions Québec, qui regroupe plus de 300 événements publics et 275 attractions, je pense, quelque chose comme ça, là. David, je vais te laisser te présenter, après ça Gilbert, puis après ça François, là, un petit peu plus longuement, puis on pourra commencer avec le contexte puis les questions par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Pas de pression des dieux de l'événementiel quand même, hein. Tu mets la barre haute Je mets la dès le barre haute ce départ. matin. Bon matin tout le monde. David Messier, effectivement, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. À la société, en fait, on est promoteur de 4 grands rendez-vous agricoles qui se déroulent surtout en été. L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, c'est notre 187e édition cet été. Donc, un événement avec beaucoup de tradition et d'histoire, mais qu'on doit améliorer, je dirais surtout mettre à jour. Donc, il y a beaucoup de bonnes bases qui sont maintenant à remettre au goût du jour. C'est notre travail avec l'équipe là, depuis des dernières années. Et aussi, on organise des grands rendez-vous agricoles plus du style trade show, le Salon de l'agriculture et Expo Champs, un événement sur une terre agricole de 50 hectares là, qui se déroule sur le bord de l'autoroute 20 à Saint-Liboire. Vous avez sûrement déjà circulé entre Québec et Montréal pour apercevoir une terre qui se transforme en véritable salon. Nous sommes derrière cet événement-là qui est un grand rendez-vous agricole. Puis, un peu comme Stéphane l'expliquait, ben, nous, on est aussi propriétaire de 4 grands bâtiments ici à Saint-Hyacinthe qui servent également aux touristes d'affaires. Donc, on reçoit plusieurs événements de ce type salon, exposition, foire, événements corporatifs. Puis, ça a aussi la double fonction avec des plateaux sportifs, donc un centre soccer intérieur. Donc, ça sert à la communauté également, nos installations. Donc, à la communauté événementielle, communauté d'affaires. Bien content d'être parmi vous ce matin puis de participer là, aux côtés de Gilbert puis de François. Merci, David. Gilbert. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, Gilbert Paquet, je suis directeur général de Tourisme d'affaires Québec. Donc, on est une association qui est vraiment dans le domaine du tourisme d'affaires, donc réunions, congrès. On existe maintenant depuis 43 ans, donc l'année de fondation est 1981. On est un OBNL, en fait, qui regroupe 175 entreprises touristiques, principalement des hôtels qui ont les infrastructures pour accueillir des réunions d'affaires et aussi beaucoup de destinations touristiques. On en a une trentaine, donc des destinations d'affaires qui sont membres chez nous. On a aussi maintenant ouvert nos portes aux organisateurs d'événements et aux fournisseurs de l'industrie. Donc, moi, je suis arrivé un mois avant la pandémie. Donc, vous comprendrez que je suis arrivé dans un moment très chaotique. Et qui dit au BNL dit beaucoup financement par les événements. Et donc, nous, on tirait 60 de nos revenus annuels par des événements. Vous comprenez que ça a complètement chambardé le modèle d'affaires de l'association. Donc, on a, pendant la pandémie, fait un exercice de repositionnement. On a même changé de nom. On s'appelait avant l'Association des professionnels de congrès du Québec, qui est devenue Tourisme d'affaires Québec. Donc, on a lancé la nouvelle marque en décembre 2020. Et là, on est en fait dans je dirais, un processus de start-up encore, où on est en train de mettre des nouvelles bases. Dans ma tête, c'est une nouvelle entreprise. Donc, essentiellement, l'événementiel, moi, je tire mon expérience d'un emploi passé. J'ai été directeur général de l'Association de la presse locale du Québec pendant 12 ans. On avait des journaux partout au Québec, donc on se promenait tous les ans pour faire un congrès annuel et un concours de journalisme. Donc, j'ai fait à peu près toutes les régions du Québec, mais j'organisais beaucoup d'événements en lien avec le concours, avec le congrès. Donc, j'ai tiré mon expérience vraiment à titre d'organisateur d'événements. Donc, je connais vraiment maintenant les deux côtés de la médaille, là, mais beaucoup
le côté organisation d'un événement et qui a beaucoup changé depuis la pandémie. Je pourrais vous en reparler tantôt. Voilà, Stéphane. On termine avec François. Tout le monde. Donc, François Chevalier, directeur général, Événements Attraction Québec, marque d'affaires qui regroupe, Stéphane le disait, deux associations, celle des festivals événements, celle des attractions touristiques. Moi, en poste depuis bientôt 5 ans. Donc, à peu près comme Gilbert, là, en début de pandémie, arrivé début 2020. Donc, naturellement, ce matin, un volet où je vais être capable de vous parler de ce qui touche les festivals, ceux qui sont plus dans ces événements de grand public-là, comment ça évolue, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est en train de changer. Puis humblement, ben, je pourrais peut-être essayer de contribuer parce que l'association là, qui existe depuis bientôt 50 ans a son congrès annuel, son rendez-vous, des grandes rencontres de formation, etc. Donc, il y a un côté aussi là, d'observation de ce qui se passe au niveau corporatif, mais j'aime me concentrer plus sur les grands rendez-vous, les grands événements. Oui, puis même, François, on peut même rajouter le volet sportif, là, parce que vous avez sorti certaines études Avant aussi le faire demi. sur les événements sportifs, là. Ça va être intéressant de pouvoir en parler. Si on regarde un petit peu dans quel contexte la discussion de ce matin s'inscrit, c'est sûr que COVID, ça a été la fermeture complète du secteur de l'événementiel, là. Ce qui a amené une adoption généralisée du numérique pendant presque 2 ans. Certains ont dû se retrouver des métiers, certains ont dû sortir complètement du secteur pour être capables de vivre. Ça a été une réalité qui était mondiale là, pour l'événementiel. Quand est arrivé la fin du confinement, je me rappelle de certaines conversations avec certains d'entre vous, entre autres François, on se disait, bon, est-ce que les événements vont revenir comme avant? On ne savait plus trop qu'est-ce qu'il allait en être. Puis, dernièrement, un autre élément qui est commencé à rajouter, on a eu beaucoup, après le début de la faillite de Juste pour rire, on a eu beaucoup de festivals, beaucoup d'intervenants qui sont sortis aussi sur la place publique pour re-questionner à la fois le modèle de financement, mais aussi la gratuité, l'accessibilité et certains éléments par rapport à ça. Fait que moi, j'aimerais ça commencer avec une question un peu plus large, là. Dans vos secteurs respectifs, là, c'était quoi les deux plus grands changements qu'on a constatés depuis le retour des événements en présentiel? Puis je commencerai avec toi, Gilbert. Tout à fait. Bien, écoute, puis c'est un bel hasard parce que j'ai formé récemment un groupe consultatif en tourisme d'affaires et on a eu notre première rencontre mercredi, en fait, il y a 2 jours. C'est un comité qui est formé beaucoup d'hôteliers, de représentants de destinations touristiques. Et on était là pour identifier les enjeux dans le domaine des événements d'affaires. Et un des grands constats qui est ressorti, c'est la perte d'expertise en événementiel. Donc, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le secteur. Maintenant, il y a des nouvelles personnes qui, malheureusement, n'ont pas le droit à la formation dont ils auraient besoin. Et je pense, Stéphane, ton plan est tout à fait à propos, ton plan de formation que tu vas lancer ou ton campus. Donc, cette perte d'expertise-là, son impact, c'est que l'hôtelier doit jouer un rôle de conseiller en événementiel beaucoup plus que par le passé. J'avais un hôtelier qui me donnait un exemple. On est revenu à la case départ où on doit expliquer à un organisateur c'est quoi une disposition en théâtre ou en banquet ou en école. Donc, on part de très, très loin. Alors, ce qui fait qu'il manque aussi beaucoup de personnel dans les hôtels au niveau de la coordination des événements. Donc, ça met beaucoup de pression sur les équipes qui sont très, très petites. Ça, c'est la première chose. Et on va devoir vivre avec ça pendant plusieurs années, je pense, parce que les inscriptions dans les écoles sont en baisse. Donc, il n'y a pas de relève. On a vraiment identifié un problème fondamental de relève. Et le deuxième point pour nous, c'est l'inflation. Donc, on a une inflation de 20 à 30 dans les coûts euh, pour l'organisation d'un événement, que je pense à l'audiovisuel ou le service alimentaire qui a explosé. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à refiler cette facture-là aux participants parce que le prix devient beaucoup trop élevé. Je vais te donner un exemple, Stéphane. Nous, on a lancé un nouveau congrès qui s'appelle le congrès de Nova, qui d'ailleurs revient les 13-14 novembre. Là, pour ceux qui s'intéressent, il y aura des contenus pour les organisateurs d'événements. Mais mon coût a augmenté de 30 mais je ne peux pas augmenter ma facture qui est déjà à 500 de 30 parce que là, je vais perdre trop de participants. Donc, par le passé, notre activité était une activité de financement. Aujourd'hui, on fait nos frais à zéro et on risque toujours de perdre de l'argent. Donc, c'est un grand enjeu et je pense que beaucoup d'organisateurs vivent, surtout les associations, vivent ce même enjeu-là. François. Écoutez, on se rejoint beaucoup là-dessus. Donc, je ne pourrais pas approfondir du côté festival, grand déploiement.
la perte technique, elle se vit beaucoup justement au niveau du personnel de soutien technique de scène, etc. Donc, beaucoup de jeunes, de professionnels qui se sont réorientés pendant la période pandémique. Donc, ça crée une pression. Ça explique, entre autres, aussi là, certains enjeux au niveau de l'inflation, parce que cette rareté-là, elle se paye. Ça fait partie de ça. Les coûts d'inflation, oui, puis ils se déclinent de différentes façons. Il y a un enjeu au niveau de certains fournisseurs, de tout ce qui est scénique, etc. Mais dans le coût des matériaux, la construction, dans le coût de la sécurité, dans le coût des assurances, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui représentent les défis. Mais c'est surtout graduellement de réapprivoiser qu'est-ce que c'est un rassemblement public. Le redémarrage s'est fait à travers des mesures sanitaires. Ça a amené plein de façons de configurer, accueillir, gérer un site. Ça nous a permis d'expérimenter l'hybride, mais ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une volonté du public de revenir à des formats plus traditionnels, mais en même temps, c'est dur à décoder parce que ça a laissé des traces dans le désir d'être en foule, dans la façon de réserver, d'acheter à l'avance. Donc, tout ce qui on pensait qu'il laisserait une partie d'héritage, c'est très, très difficile à analyser et à lire. Donc, je vous dirais que le comportement des publics reste quelque chose qu'on n'est pas encore capable de décrire parfaitement et c'est un casse-tête pour les organisateurs d'être capables de bien cadrer leur stratégie d'organisation de l'expérience pour le visiteur. Ouais, on voit les deux extrêmes, là, des événements qui ont des passeports qui sont vendus en quelques heures, puis à l'autre extrême, énormément de clientèle qui achète dernière minute en fonction de la température de la journée même, là. Fait que la prévision elle devient difficile. David, si toi, avec ton œil plus opérationnel, tu rajouterais quoi par rapport aux grands changements? Ben, je rejoins Gilbert puis François là-dessus, surtout l'aspect de l'achat à la dernière minute, là. Ça, ça l'ajoute au risque, en fait, parce que tu sais, je vais prendre un événement comme l'Expo, tout est monté, puis après ça, tu réalises la majorité de tes ventes pendant les 10 jours de l'événement. Donc, même si on a instauré l'achat en ligne, qu'on met des incitatifs à l'avance, donc la météo influence énormément la décision. Puis parlant de météo, moi je dirais un des grands changements qu'on a eu, nous, depuis le retour de la pandémie, c'est justement l'adaptation au changement climatique. On a des chaleurs, tu sais, notre site, si je prends l'expo agricole, est surtout asphalté. Donc, c'est des îlots de chaleur. On doit climatiser des pavillons. On doit avoir des zones fraîcheur, justement. Tu vas avoir un épisode de pluie, de vent fort soudain. Après ça, donc, ça a beaucoup d'influence autant sur la préparation de l'événement, mais aussi sur la réalisation. Puis, si je vous épargne aussi nos deux éditions d'Expo Champ, on a eu en quelques heures des 80 millimètres de pluie, où ce que ça change la donne là, après ça sur l'accueil des visiteurs. Donc, c'est de réfléchir autrement à propos tu sais, ça devient des situations inévitables, les changements climatiques, on doit s'y adapter. Mais je vais parler pour moi beaucoup plus rapidement qu'on pouvait se l'imaginer. Tu sais, la chaleur, c'est une chose, mais après ça, les précipitations, les changements soudains de température, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, je dirais que ça l'a beaucoup influencé. Puis mon autre point, c'était justement l'achat de dernière minute. Donc, ça qui rejoignait Gilbert puis François. J'aimerais ça qu'on décortique un petit peu plus là, certains éléments qui auraient changé. Puis je vais arriver avec, vous allez voir, là, pour ceux qui écoutaient, là, on va arriver avec certains points qu'on va regarder, puis on va regarder là, avec nos trois intervenants. On va continuer dans le sujet de ce qui a changé avec les participants. Là, on a parlé un petit peu des réservations à la dernière minute. François, je sais que chez vous, vous avez développé certains chiffres, vous êtes allé faire certaines consultations par rapport à fréquentation, ainsi de suite, là. Je commencerai avec toi sur les grands changements de participation. Ben, en fait, il y a déjà des évolutions, puis ça vient aussi un peu induit avec les évolutions démographiques. Un des questionnements qu'on avait en relance pandémique, ce serait la réaction des plus jeunes clientèles, donc jeunes adultes. Qu'est-ce qui resterait de ce désir de se regrouper? Donc, bonne nouvelle, là, quand on regarde les études d'achalandage, puis qu'on regarde les profils, cette clientèle-là, elle C'est répond encore là. présente, puis ouais, elle consomme, puis elle a vraiment une affection importante là, pour les rassemblements, les festivals. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On remarque aussi, peut-être moins en région, mais une préoccupation grandissante en termes de diversité, inclusion, mais diversité multiculturelle aussi.
et elle commence à se refléter dans la thématique, donc dans les programmations, dans le type d'activité, dans la diversité de la bouffe, etc. Donc, faire en sorte qu'on est capable d'à la fois d'être un événement dit inclusif, mais qu'on va commencer à être préoccupé d'aller rejoindre ces segments de clientèle-là qui ne réagissent pas toujours aux mêmes signaux en termes d'invitation, en termes de promotion. Donc, ça, c'est une nouveauté que les promoteurs sont en train d'essayer d'apprivoiser. Le dernier volet, par contre, c'est aussi de réfléchir au vieillissement de la population. Puis là, de commencer à réfléchir à voir à des formats événementiels qui vont être plus pratiques. Je vous dirais qu'il y a un pan de population là, à qui la promesse d'une grande foule, c'est plein d'Abraham pour être debout pendant 3 heures, c'est plus synonyme de plaisir. Donc, on va commencer à avoir un déplacement vers des formats plus courts. On commence à avoir des impacts sur les horaires. Donc, de dire, habituellement, c'est des grands shows de fin de soirée. Puis là, on réalise qu'il y a de la clientèle pour des débuts de soirée puis des après-midi. Ça demande à jongler avec sa programmation. Ça va avoir une incidence aussi sur les commanditaires qui amènent. Donc, cette évolution-là démographique amène des changements sur les publics. Les éléments qu'on voit par contre de différence, c'est la relation des gens avec le dollar loisir. Dans notre cas, là, c'est beaucoup plus ça qu'en affaires. Et de voir que les gens est-ce qu'ils vont vouloir se payer des blockbusters ou quelle sera leur ouverture à une certaine relève. Les promoteurs, dans les dernières années, ce qu'ils disent, c'est résolument facile de vendre des billets pour des blockbusters. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher le deuxième puis le troisième billet de découverte. D'où la popularité des passeports, parce qu'on réalise qu'on serait probablement sold out sur nos têtes d'affiche, puis on aurait de la misère à vendre nos billets. Donc, l'approche en passeport qui englobe global ou de la vente de billets à la journée plutôt qu'à la prestation est en train de monter en force pour éviter ce risque-là d'avoir pas de réussir à vendre l'ensemble de sa programmation. Gilbert, toi, au niveau des événements d'affaires, les participants, qu'est-ce qui change? Écoute, nous, je vais y aller par type de clientèle, Stéphane. Je vais donner un Oui. exemple après. Quand je prends la clientèle corporative, c'est-à-dire l'entreprise privée, là, comme des Bénévoles de ce monde, des PepsiCo, euh, la participation est au rendez-vous parce que, comme employé, en général, tu es obligé de te présenter à un événement d'affaires organisé par ton employeur. Là où le bas blesse, c'est plus du côté de l'associatif. Donc, quand tu as des membres, il faut les convaincre beaucoup plus que par le passé du bien fondé de se déplacer à cet événement-là. Donc, il y a une pression énorme sur les organisateurs pour créer l'effet wow dans l'événement, pour attirer les gens. Puis je reprends ce que David François disait tantôt, le fameux dernière minute. Nous, on a fait un sondage récent en 2023. 82 de nos hôteliers nous ont dit que c'était le problème le plus criant à l'heure actuelle. Donc, les organisateurs réservent à la dernière minute. Alors, il faut comprendre que quand, par exemple, tu es un OBNL, puis tu organises ton événement, mais ta billetterie, tu vas vendre quelques jours à l'avance. Fait qu'il y a une incertitude énorme par rapport au modèle financier de ton événement. C'est pour ça le ministère du Tourisme, d'ailleurs, a créé récemment un fonds de 10 millions, surtout pour les événements internationaux, mais pour venir diminuer cette part de risque-là pour l'organisateur. Parce que ça devient, ce phénomène-là, un frein à aller organiser un événement dans une région donnée. On a une autre clientèle, nous, dans notre domaine, qu'on appelle les meeting planners, les organisateurs d'événements d'affaires. Ils peuvent être soit des pigistes, ils peuvent être aussi souvent pour le compte d'un OBNL ou d'une entreprise privée, là. Euh, Ces gens-là, par le passé, on arrivait beaucoup à les fédérer. Et je ne sais pas si les gens, vous êtes familiers avec le terme Femme Tours. C'est des Les tournées tours de de famille. familiarisation qui sont organisées partout au Québec. Et là, il y a un nouveau phénomène, c'est que, je vous donne un exemple, au Québec, je nommerai pas la région, ils avaient 50 clients de confirmés, il y en a 5 qui sont venus. Moi, dans mes propres événements, qui regroupent aussi beaucoup d'organisateurs d'événements, on est rendu à des no-shows de 40. On n'avait jamais vu ça avant. Les gens se bousculaient. Donc, on est en train d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est que les gens, bon, veulent moins se déplacer. On a quand même réuni ces clientèles-là en groupe de discussion pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ils nous ont dit, ben, dans leur propre domaine d'activité, eux aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils ne peuvent pas quitter le bureau autant qu'ils pouvaient le quitter par le passé parce qu'il manque aussi de personnel en organisation d'événements. Parce que la pénurie est généralisée, là, sans égard au type d'entreprise. Donc, ça, nous, on a un très, très, très gros défi sur
l'incertitude. Il faut apprendre à vivre avec une incertitude. Puis moi, je le vis dans l'organisation de mes événements. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais perdre ma chemise au bout de la ligne? On ne sait pas. Enfin, il y a un niveau de stress qui a augmenté beaucoup, surtout en amont de l'événement. Je te dirais dans les 2 semaines en amont, où là, on va faire la vente de billets, contrairement à par le passé où on peut vendre nos billets des mois d'avance. Ce n'est plus le cas du tout, du tout. David, à ton échelle, toi, qu'est-ce que tu constates pour tes participants? Parce que là, tu as des clientèles complètement diverses, là. Complètement diverses, mais quand même, encore là, comme Gilbert vient de le mentionner, en agriculture, la pénurie de main-d'œuvre, c'en est un enjeu aussi. Donc, dans nos trade shows, supposons du salon ou même de l'Expo Champ, pour que le propriétaire de la ferme ou l'agriculteur, l'agricultrice, elle doit travailler beaucoup plus fort en amont, puis ensuite de sa visite à Expo Champ, parce que pendant qu'elle est à notre événement, ben, la ferme, il faut qu'elle roule encore. Tu sais. Fait que donc, ils vont prendre l'avance sur des travaux, etc., pour se permettre une visite. Donc, puis après ça, si la météo aussi s'ajoute à sais, des fois, il y a une certaine période pour les récoltes, il y a une certaine période pour les foins. Donc, on se dit souvent à la blague que nous, on va souhaiter la journée de pluie le dimanche ou le lundi, comme ça, on s'assure d'un bon mardi, mercredi, parce qu'on ne peut pas aller travailler au champ. Tu sais, des fois, on veut le tourner un peu à notre avantage, mais ça reste que ça a un impact aussi, la pénurie de main-d'œuvre sur le visiteur. Ensuite, par rapport à François parlait du dollar loisir, tu sais, la pression sur le dollar loisir est rendue assez importante, mais c'est surtout que l'attente qui vient avec après. Tu sais. Parce que justement, les visiteurs ont investi un 100, 150. Nous, notre forfait famille est à 75 pour 4 personnes. Tu sais, puis les gens arrivent avec des fois des attentes démesurées, puis à la moindre petit épisode, ben là, tout à coup, là, c'est la chaîne est débarquée, tu sais, puis l'expérience est entachée, puis tu reçois un sondage ça de long, puis après ça, un commentaire Facebook, puis etc. Tu sais, puis c'est pour quelque chose de anodin que probablement, je pense, avant la pandémie, personne ne s'en s'est rendu compte. Tu sais. Mais là, on dirait que ça, il y a eu les attentes puis, tu sais, nous, on se met toujours des attentes élevées. Tu veux bien recevoir tes visiteurs, etc. Mais la marge de manœuvre je dirais, quasi inexistante maintenant. Là. Ça Ça prend pas reste grand-chose. l'événementiel, hein. Il y a toujours Pardon? on le sait, là, si on t'a travaillé moindrement en événementiel, tu as des imprévus, là. C'est ça. Est-ce que tu dirais aussi que dans ces attentes élevées-là aussi, il y a un petit manque aussi de civisme par rapport à la façon dont les gens se plaignent aussi, puis une certaine agressivité qu'on constate dans le milieu de l'événementiel, comme dans tous les autres milieux, là, Mhm. aussi. Oui, Gilbert, il fait ça se vit. oui. Non, non, ça se vit. Puis, tu sais, souvent, même ça a des fois à certains postes au niveau tu sais, des embauches. Ben non, moi, je ne veux pas être à billetterie parce que je ne veux pas être à sécurité ou à surveillance ou à certains endroits, tu sais, parce que justement, je n'ai pas envie de me faire. Même il y a des décisions que nous, on a changées un peu en cours de route parce que justement, le personnel, il recevait un commentaire, des commentaires, tu sais, de façon très, je dirais, vraiment mal polie, puis Ouais. méchante, tu sais. Donc, c'est ça, la mèche est courte, 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 là. Ouais, Ouais, puis puis on parle de personnel, mais c'est aussi des bénévoles souvent là, qui ouais, c'est sont ça, pas j'allais là. dire, des Aussi. bénévoles qui sont Ouais. là avec de grands cœurs, mais qui se font ramasser pour des différentes choses qui ne sont pas nécessairement dans leur recours, là. Gilbert, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je sais pas si tu me permets de réagir dans Oh le oui, chat. oui, vas-y. Il y a un commentaire de Véronique Lisotte qui est super pertinent, qui dit les conditions de réservation des hôteliers sont très difficiles pour les organisateurs et c'est très, très vrai. Depuis la pandémie, les contrats des hôteliers sont très sévères et je pense on va assister à un retour du balancier parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pelleté en fait 2 ans d'événements annulés par en avant. Donc la demande était tellement forte que le rapport de force est tombé entre les mains des hôteliers. Il n'y avait pas de salle de disponible. On a même fait au Congrès Nova en novembre dernier un atelier là-dessus sur les contrats et ça a été l'atelier le plus fréquenté parce qu'il y a un besoin là, dans le marché. Puis je pense que c'est une formation qui va traiter de ça. Fait que notre souhait, nous comme association, on travaille là-dessus parce que les conditions sont souvent beaucoup trop sévères pour l'organisateur. Ça fait peur à l'organisateur parce qu'on va demander des quotas de nuitée. Fait que si tu es un OBNL et que tu n'as pas tes participants, tu peux te ramasser avec des factures de 20 000, 30 000 facilement là, que tu n'avais pas prévu. Mais faut comprendre aussi que le fait d'être dernière minute, on ne s'aide pas non plus. Être trop Non. longtemps d'avance,
Dans certains cas, ça peut être difficile aussi. Eh, Les deux extrêmes nous servent pas, on s'entend là, à ce on niveau. s'entend. D'ailleurs, on va continuer un peu dans cet axe-là, qui sont les. Vous l'avez Tu me mis en permets, je application rajoute le. tantôt. Ah oui, François. Non, je me permets, c'est parce que, tu sais, il y a un Oui, lien entre deux choses qui se fait, là, tu sais, vas-y. l'inflation puis la difficulté d'atteindre et On la allait là. réflexion de dernière minute. Un des éléments, là, tu sais, qu'on voyait beaucoup avant, c'est le réservé taux, le rabais early bird, Hmm. euh, qui demeure une vieille stratégie événementielle, mais à partir du moment où tu as 30 d'augmentation de tes coûts, tu n'as pas pu augmenter ton tarif, d'aller rajouter un rabais. Fait que là, on commence à être assez imaginatif pour trouver des façons que les gens se compromettent puisqu'on ne peut pas nécessairement le faire en sacrifice financier. Donc, c'est quoi les valeurs ajoutées? C'est quoi l'accès VIP? C'est quoi le coupling? C'est quoi les... Pour trouver une façon de donner un avantage au réservé taux, mais qui n'est pas une concession financière parce qu'on n'a plus cette marge-là. Ouais, ben, c'est pour ça aussi, François, tu ouvres la porte au fait qu'on a monté une formation, justement avec Mohamed, qui donne des activités chez vous sur la tarification, parce qu'il y a plusieurs méthodologies. Ne serait-ce que dans le milieu du festival, à quel point on parle de la fameuse tarification dynamique qu'on pourrait ajuster en fonction de la température. Certains l'ont essayé au niveau international. Au Québec, on est encore dans les débuts de ça. On voit comment les gens réagissent au passeport. Tu sais, il y a une grosse discussion autour de la tarification qui est à avoir. Mais d'ailleurs, vous avez introduit tantôt l'augmentation des frais de production. J'aimerais ça qu'on revienne sur ce bout-là, sur les réalités, mais aussi en même temps sur qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous avez fait. Ben, David, je vais te poser la question dans ton cas plus précisément. Qu'est-ce que vous avez fait pour adresser ça, là? Ben, on est encore, je dirais pas qu'on a trouvé encore toutes les solutions à cet effet-là. Je pense que la situation s'est stabilisée. Parce que ce qui arrivait, c'est non seulement qu'il y avait une hausse importante des coûts, c'est qu'après ça, tu n'avais pas nécessairement place à faire soumissionner d'autres fournisseurs ou d'autres Il y en a qui entreprises. sont morts pendant la pandémie. Il faut Exactement, se c'est rappeler qu'il y ça. en a qui sont sortis de cette pandémie-là en faillite, surtout dans les fournisseurs, peut-être moins dans les organisateurs, là. Fait qu'il y a moins de choix qu'on en avait, là. Il y a moins de joueurs aussi, là. Exact. Donc là, c'est plus stable, mais justement, tu sais, tu avais une hausse de 50%, tu vois, tu t'essayes de négocier avec le fournisseur, finalement, tu vois que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, tu tournes vers, tu essaies d'en trouver un autre pour essayer d'en mettre en concurrence, il n'y en a pas d'autre. Ou l'autre, il n'est pas capable de fournir le service à la limite aussi. Tu sais, il y a eu ça. Tu sais, il y avait non seulement la hausse des coûts, il y avait l'incapacité de certains fournisseurs à livrer le service. Donc, ça amène à des choix difficiles. Il y a des activités qu'on ne peut plus faire. Il y a des heures qui ont été réduites. Il y a des. Tu sais, ça. Tu essaies de vraiment. Il faut que tu connaisses vraiment bien aussi, je vais dire, les valeurs sûres et les fondamentaux de ton événement parce que pour trouver ce que tu peux réussir à couper ou à diminuer sans que ça impacte justement ton événement. Donc, ça a été des exercices aussi qu'on a dû faire puis qu'on continue de faire parce que même si je dis que ça s'est stabilisé, les hausses sont encore là. Tu sais, ce qui a monté de 50 n'a pas rebaissé, là. Tu sais, puis, donc, c'est encore ça met beaucoup. Puis même par rapport je vais dire, dans la clientèle de festival, tu sais, Gilbert l'a mentionné pour le B2B, mais au niveau, tu ne peux pas non plus tout refiler la facture aux visiteurs ou aux festivaliers. Tu sais, il y a une limite à ce que tu peux augmenter tes prix aussi. Donc, il faut être encore là encore plus créatif dans notre tarification pour être en mesure de continuer de faire face à la hausse des coûts qui, je vais dire, s'est stabilisé, mais qui est quand même, qui continue de faire partie des défis. Gilbert, François, j'aimerais ça qu'on parle de revenus, mais surtout de subventions puis de commandites, là. Tu sais, Gilbert, je sais que dans le domaine, on voit les premiers programmes de subventions qu'on n'a pas vus depuis longtemps au niveau des événements internationaux puis de certains événements. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Puis que vous me parliez aussi de ce que vos membres vivent au niveau de leurs commandites aussi. Oui. Écoute, au niveau des subventions, il y a eu un fonds spécial post-pandémie qui s'appelait le FDTA, qui était le Fonds de développement tourisme d'affaires, lancé par le ministère du Tourisme. C'est un fonds de 1 million de mémoire. Ça a été un grand succès. Donc, on donnait jusqu'à 25 000 par événement. Donc, tous les organisateurs du Québec étaient éligibles à ça. Là, le fonds a été transformé en fonds international. Mon souhait, c'est qu'on revienne éventuellement avec un fonds pour l'intra-Québec pour justement diminuer cette zone de risque-là
qui est causé par surtout le phénomène d'inflation puis de dernière minute. En termes de commandites, je te dis, il faut qu'on travaille pas mal plus fort qu'avant. Les budgets sont plus aussi importants qu'en 2019, par exemple. Fait qu'il y a toutes sortes de formules qu'on peut trouver. Je vais donner un exemple. Moi, ce que j'ai fait au Colloque Nova en novembre dernier, entre le moment où j'ai fait mon budget de services alimentaires puis la réalité, il y a eu une inflation de 9%. Fait que j'avais un méchant manque à gagner. C'est le poste le plus important dans un événement. C'était 50 000 donc, ce que j'ai fait, j'ai vendu la plage repas à un commanditaire qui était Tourisme Montérégie, Tourisme Laval. Et donc, le commanditaire décorait les lieux à sa façon. Il était exclusif, il n'y avait pas de mention, pas d'autres logos. Et donc, ils ont payé la facture du lunch les 2 fois. Donc, on est en train de transformer la commandite, qui est plus juste une commandite de visibilité, c'est plus suffisant. D'avoir un logo dans tes infolettes sur le site, là, nous, on n'arrive pas à aller chercher des commanditaires pour ça. Il faut Absolument. construire, leur permettre en fait d'habiter l'espace pour que leur marque puisse rayonner le plus possible. François, revenus, subventions, commandites, là, on a vu beaucoup de sorties. On a vu des commentaires face aux 2 derniers budgets aussi. Je voudrais t'entendre par rapport à ça. Ben, prenamment, là, même si on demeure très critique et très exigeant envers les bailleurs de fonds, c'est qu'on est quand même dans les meilleures années qu'on n'a jamais eues. Il y a eu beaucoup d'aide à la relance dans la COVID. C'est ce qui a un peu faussé les perceptions. C'est comme si on avait souhaité que le seuil d'aide qui est devenu est très intéressant dans cette période-là se pérennise et ce n'est pas le cas. Puis en contrepartie, ce difficile, c'est qu'il y a une effervescence quand même dans le milieu des festivals, surprenamment, même si c'est hyper exigeant. euh, c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire peur. Ben, au contraire, il s'ajoute des événements, il y a démarrage de festival. Puis là, les gouvernements ont voulu être fins. Ils ont ouvert les enveloppes, puis ils ont accueilli plus de gens. Donc, la croissance du nombre de festivals est plus importante que la croissance de l'enveloppe, ce qui fait que, toute proportion gardée, la pointe de tarte de chacun a baissé, ce qui a augmenté beaucoup la pression. L'autre élément, ce qui met une pression folle, c'est que ces subventions-là, même si sont intéressantes, sont maintenant assujetties de crise de formulaire aigu. Donc, c'est super exigeant de les obtenir, c'est super exigeant en reddition de compte. C'est très décourageant parce que des fois, on est obligé d'y investir en temps ou en apport externe pour être capable de livrer la marchandise administrative. Donc, ça diminue. Et les exigences augmentent de plus en plus avec l'éco-conditionnalité, puis naturellement, il faut aller là, mais il y a quand même des éléments de se doter d'indicateurs, de faire des preuves, d'ajouter, parce que sinon, on n'est plus éligible à ces subventions ou à ces commandites-là. Et ça fait en sorte qu'il y a une part de plus en plus importante de l'aide financière qui va sur des éléments qui sont administratifs et organisationnels, puis on n'est plus capable de bonifier l'expérience du visiteur. Ça ne peut plus aller dans la programmation autant, ça ne peut pas nécessairement aller dans la création de nouvelles zones expérientielles. Donc, c'est très difficile de dire comment je fais pour avoir d'autant plus d'argent qu'avant, mais que ça ne se ressente pas dans l'œil du visiteur. C'est ce qui est le plus frustrant. Et la pression actuellement, c'est de stagnation du financement, voire baisse, avec compétitivité des commanditaires qui sont plus exigeants. Gilbert le disait, en activation, ce n'est plus je t'envoie un chèque, mais mon logo, c'est je veux être capable d'activer ma commandite. Donc, il va falloir que tu investisses avec moi pour qu'il y ait des endroits, des zones, des équipes, des brigades, de l'animation particulière. Donc, là aussi, ça dégage des marges moins importantes qu'auparavant. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une pression et que ce qu'on malheureusement constate, c'est que ça a une incidence sur l'expérience qui est capable d'être offerte. On a commencé à avoir des festivals qui réduisent la durée de la journée, enlèvent une journée à leur programmation. Donc, c'est pas ce qui est souhaité que ça ait un effet déstructurant, mais c'est néanmoins ce qu'on commence à voir. On espère juste que ça ne va pas se généraliser. David, pour finir sur ce sujet-là, Oui, puis je toi, en pense tant que pour promoteur, rajouter, exact, puis pour rajouter au défi, tu sais, c'est que souvent, on est en mesure d'aller chercher une aide financière, tu sais, puis cependant, je vais te donner un exemple. On a une entente avec le ministère du Tourisme de 3 ans, mais c'est le même montant sur les 3 années. Entre ouais, l'année 1 puis l'année 3 de l'aide financière, nos coûts vont augmenter assurément, tu sais, entre ces deux-là, mais ce n'est pas indexé. pas Donc, d'indexation. exactement. Donc, ça reste. Donc, oui, ça sauve du temps, on va dire, au niveau de la reddition de compte, où il y a quand même des étapes à faire. Il y en a moins, considérant que c'est une entente plus moyen terme, si on veut. Sauf que le côté négatif à ça,
le montant n'est pas indexé. Puis, comme François l'a mentionné, il y a beaucoup plus de demandes. C'est la même, la tarte reste la même, fait que la pointe, elle devient de plus en plus petite on sépare toutes les mêmes aides, donc ça pose des défis de ce côté-là parce que ça met une pression supplémentaire sur la billetterie parce que aide financière, commandite, c'est pas nécessairement en hausse ces temps-ci par rapport justement à tout au travail à mettre. Donc, il faut s'en remettre à la billetterie. C'est peut-être le concept depuis le début, mais c'est un défi supplémentaire. François, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain point? Oui, en fait, puis c'est très exacerbé là, par les sorties autour de Juste pour rire. Ce que David vient de décrire, d'être obligé de se rabattre sur la billetterie et les revenus autonomes, le bout que ça fragilise, c'est le modèle de la gratuité pour le festivalier. Oui, c'est Ça ça. devient très difficile d'être capable d'offrir un événement, même en corporatif, tu sais, un salon, une exposition, qui historiquement, c'est des choses qui étaient libres d'entrée. Puis les gens sont maintenant surpris de dire, mais je ne vais pas payer 10 pour rentrer dans ton salon où je vais aller acheter. Eh bien oui, parce qu'il y a des frais de salon qu'on ne peut pas refiler nécessairement aux exposants. Puis il y a un service de base qui doit être là. Donc, actuellement, gros casse-tête pour ceux qui sont dans l'événement, dans un modèle de gratuité. Surtout que certains subventionneurs, surtout à l'échelle municipale, considèrent ça comme étant un service aux citoyens. Donc, je te donne une subvention, il faut que la population puisse être animée. Donc, il est où le point d'équilibre là-dessus? Ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels, présentement, il y a beaucoup de réflexions. Puis comment on va pouvoir peut-être créer du festival à deux vitesses. Donc, il y a un pan gratuit, mais des zones premium, des zones VIP. Donc, d'être capable de vendre des privilèges tout en donnant, en conservant un accès gratuit, c'est des modèles qui sont actuellement testés puis vus par les promoteurs. On va parler d'une autre boîte de Pandore, messieurs, les assurances. Je vais commencer avec toi, David, parce que je sais que chez vous, ça a été un point assez compliqué, hein. Oui, je te le confirme, ça a été très compliqué. On parlait de qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie, les assurances, ça, on savait que le point s'en venait, mais on aurait pu le nommer dès le départ. La prime pour 2022, nous, elle a triplé. Donc, Triplé. en partant. Donc, c'est sûr que ça l'a donné ça nous a donné vraiment un grand coup. Puis, non seulement ça, c'est qu'à quelques semaines de l'événement, en plus, l'assureur nous est revenu en disant on ne pourra pas vous assurer pour l'expo agricole. Donc, il a fallu se revirer de bord en vraiment catastrophe. Puis, c'est surtout que de la façon qu'ils nous ont expliqué ça, par rapport à la hausse des coûts, c'est que dans le passé, tu avais souvent un assureur dans le marché qui avait faim puis qui voulait vraiment comme rentrer avec un prix super agressif, qui allait chercher une clientèle, puis l'année suivante, c'était une autre entreprise et ainsi de suite. Maintenant, ce phénomène-là était plus là, fait que ça avait expliqué une hausse des coûts. Donc, 3 fois le prix, on se fait abandonner à peine un mois. 2023, ça s'est somme toute, je vais dire, stabilisé le prix, sauf qu'il y a encore là aussi un autre assureur qui a laissé tomber pour des raisons nébuleuses. Heureusement, on a trouvé un bon assureur par la suite, là, qui est beaucoup plus stable maintenant. Mais ça reste que c'est par rapport à l'événementiel, tu sais, par rapport à nos bâtisses, je dirais que c'est correct, mais l'événementiel, en tout cas, les primes d'assurance pour nous, c'est un casse-tête depuis 2 ans. Gilbert, on sait qu'en événement d'affaires, déjà là, c'est pas tout le monde qui a des assurances comme organisateur non plus, là. Moi, j'en ai croisé un bon paquet en plus, là. Si en plus c'est plus difficile qu'avant, on fait quoi? Ben, écoute, tu vois, ça dépend des lieux. Il y a des lieux comme le Palais des Congrès qui vont exiger un certificat d'assurance. Nous, dans notre cas, là, c'est la responsabilité civile. La prime a à peu près doublé là, depuis 2019, mais ça demeure quand même raisonnable. On parle d'à peu près 1600 par année, mais sans égard au nombre d'événements. Tu reçois un certificat, mais il n'y a pas un frais supplémentaire parce que contrairement aux festivals qui sont grand public, les assureurs jugent qu'un événement d'affaires est moins risqué parce que c'est une rencontre dans un cadre professionnel, tu sais, qui est dans un lieu, que tu es confiné, etc. Donc, nous, c'est moins un enjeu, je te dirais. L'enjeu était plutôt du côté de l'hébergement en tant que tel, là, au terme des primes d'assurance, qui touche plus l'Association Hôtellerie Québec que le tourisme d'affaires. François, as-tu quelque chose à conclure pour les assurances?
Oui, je le ramène. En fait, ce que David décrit, c'est répandu partout au Québec et même en collaboration avec le REMI, le Règlement des événements majeurs, on s'est rendu jusqu'au Bureau d'assurance du Canada pour essayer de voir s'il n'y avait pas enjeu et collusion. Puis on nous explique que c'est des cycles de marché. La pandémie a eu plein d'impacts. Il y a des assureurs qui se sont retirés. Ça a créé une rareté, puis ça a fait monter les prix. Puis semble-t-il qu'il faut attendre que le marché, un nouveau s'y réintéresse, que le marché se stabilise. Moi, je serais plus aux organisateurs d'être très prudents parce que les assurances, justement, là, pour être capable de rester compétitif ou de répondre aux attentes, et c'est très particulier comment il y a des évolutions de clauses. C'est pas l'affaire la plus tripante au monde de lire vos programmes, vos contrats d'assurance, mais je vous invite à être très vigilant. Dans l'événementiel, on commence à avoir des exclusions, certains types d'événements, dans certains cas, même certains types d'artistes, en associant le hip-hop ou le telle affaire à un risque plus élevé. Donc, ça, c'est préoccupant. La météo qui force des annulations, vérifiez vos clauses météo, c'est pas toujours ce que vous pensez que c'est. Et vous êtes majoritairement aujourd'hui des OBNL. Validez aussi les assurances des responsabilités de vos administrateurs. C'est des bénévoles précieux. Et ça aussi, là, les clauses évoluent beaucoup, puis ça peut amener des éléments, notamment loi 25, cyberincident. C'est plus nécessairement des choses qui sont couvertes de base dans vos assurances. Ça prend des compléments. Ça contribue à hausser les causes d'assurance, mais c'est pas le plus le fun comme sujet, mais il faut vraiment valider. Je donne un exemple très concret. Depuis l'année dernière, un festival qui voudrait opérer une zone camping doit avoir une attestation de Camping Québec. C'est le règlement de la loi sur l'hébergement commercial au Québec. Et ça exige de déposer pour avoir son certificat une preuve d'assurance. Puis j'ai des festivals qui ont découvert que leur assurance responsabilité ne couvrait pas le camping. Euh, donc, ça veut dire qu'ils opéraient à risque d'une zone de camping. Heureusement pour eux, ils n'ont pas eu d'incident. Mais eux étaient convaincus. On était assurés sur l'ensemble du festival. Ils n'avaient pas lu les clauses de type d'activité. Donc, prenez le temps de lire parce que vous pouvez vous exposer à des éléments qui pourraient être très dommageables pour votre organisation. On l'a vécu, nous autres, on a eu plusieurs appels et courriels de gens qui cherchaient des assureurs pour plusieurs types d'opérations qui étaient plus couvertes des risques, là, entre autres en sport. Tu as donné d'autres exemples aussi là, au niveau de la culture, là, mais effectivement, là, même des fois, quand on trouve, tu sais, Véronique parlait des assurances du RLSQ ou ceux de l'UMQ, là, ceux qui sont éligibles aux assurances de l'UMQ, là, l'Union des municipalités, parce que vous êtes reconnu par votre ville, il y a de plus en plus d'exemptions, puis il faut prendre des avenants pour la partie événementielle. Là, ça, on commence à le voir. Là. Lisez bien vos contrats. Euh, un dernier point, peut-être, vous l'avez amené, mais je veux qu'on aille un petit peu plus loin, là. C'est l'enjeu du capital humain, là. La ressource humaine, le capital humain, appelons-la des deux façons, mais qui inclut les bénévoles, là. Euh, David, chez vous, là, c'est du monde, là. Tu as parlé de quasiment six événements, là. Ça en prend du monde, puis tout le monde a parlé de pénurie de main-d'œuvre ou même de raréfication. Après ça, vous avez parlé de l'enjeu des compétences, là. On s'en sort comment, là? Puis les bénévoles là-dedans aussi, là. Oui, puis en plus, c'est souvent des employés temporaires. Tu sais, un effet de la pandémie, c'est que les gens, ils avaient moins besoin de ce revenu supplémentaire-là. Donc, ça a causé un impact. Puis maintenant, nous, je dirais, notre prochain enjeu, c'est qu'on a plusieurs employés clés au niveau de nos temporaires, là, supposons événementiels, qui ont 10 ans et plus. Donc, on est déjà très privilégié que ces gens-là, ils nous accordent autant de temps dans notre saison événementielle. Tu sais, ils travaillent souvent à des chaleurs suffocantes, tu sais, à faire du montage, démontage, de l'accueil de clientèle. Donc, c'est certain que d'en trouver des aussi compétents, vaillants et tout ça, on a quelques sueurs froides en élément avec ça parce que ça va être difficile à les remplacer. Tu sais, c'est des gens qui donc, puis souvent dans l'expo, on est capable d'avoir des bons jeunes étudiants, là, tu sais, là maintenant 14 ans, là, mais tu sais, 14-17, ça va, puis 65-77, ça va aussi, tu sais, mais c'est comme le milieu, là, tu sais, qu'on a de la difficulté à, tu sais, souvent, ça va être un grand nombre d'heures sur une courte période de temps. Donc, c'est pas évident à trouver. Puis encore là, ben, tu es un événement, tu es une OBNL, il y a une portion bénévole, il y a une portion aussi qui est salariée, mais tu peux pas avoir des salaires non plus qui sont, on va dire, démesurés. Donc, c'est selon la capacité de payer aussi.
Et ça, ben, les attentes sont quand même plus élevées à cet effet-là. Donc, je dirais relève et aussi dans nos coûts, là, tu sais, ces deux éléments importants parce qu'on le voit du côté plus bénévolat aussi. C'est pas évident à les recruter de ce côté-là non plus. Non, puis le bénévolat, c'est rendu la gestion de bénévoles, c'est un métier, là. Puis c'est quelque chose qu'il faut faire à l'année, puis tu sais, c'est la valorisation, la reconnaissance, il faut le travailler sur plus que juste 3 semaines avant, là. Faut être conscient aussi que c'est devenu une professionnalisation dans tout ça, là. Gilbert, au niveau du capital humain et du côté des événements d'affaires, toi, tu vois quoi? Oui. Nous, c'est sûr que du côté du bénévolat, c'est moins un enjeu parce que au niveau du corpo, en général, tu as rarement des bénévoles. C'est plus dans le domaine des OBNL. Mais les bénévoles dans l'OBNL, c'est souvent les membres du conseil d'administration là, qui sont les premiers bénévoles. Euh, donc, il y a certaines associations, effectivement, qui recourent à des bénévoles, mais ce n'est pas l'enjeu majeur. Nous, l'enjeu majeur, c'est vraiment au niveau de la pénurie chez les techniciens en Tout audiovisuel. le volet audiovisuel, là. Oui, ça, c'est là où le bas blesse parce que ils ne veulent plus travailler la nuit, hein. Avant, ils travaillaient la nuit, ces gens-là. Fait que ce que ça te force, c'est que tu dois louer ta salle la veille. Donc, tu as un coût supplémentaire pour pouvoir permettre aux techniciens d'installer ta salle la veille de l'événement. Mais l'hôtelier n'aime pas ça parce qu'il se prive, lui, d'un autre événement qu'il aurait pu vendre. Alors, Il y avoir tu des vois chambres. le conflit qu'il y a là. Bon, on n'a pas le choix parce que s'il n'y a pas de montage de nuit, tu n'as pas d'événement après ça, là. Tu sais, un événement qui se termine à 5 heures, tu n'as pas le temps de faire ton montage souvent dans la soirée. Donc, il faut vraiment que tu loues ta salle dès 7 heures la veille de l'événement. Et ça, je pense que ça ne changera pas avant quelques années si on peut régler le problème de pénurie chez les techniciens. François, pour conclure sur ce point-là. Nous, on a récemment mis à jour notre étude là, sur le bénévolat dans les festivals. Et malgré que ça devient plus difficile, l'espèce de tension de trouver des bénévoles, ça a été abaissé dans le sens où ça devient complexe, exigeant, mais les organisations trouvent. David l'expliquait bien, c'est l'enjeu, c'est de placer les bons segments sur les bons défis en disant il y a un retour et un appétit des plus jeunes, mais par contre, c'est ça, quand tu as 15, 16, 17 ans, tu n'as pas les bases de gestion des plaintes, pas nécessairement facile de les envoyer en première ligne. Euh, mais c'est souvent aussi très exigeant physiquement, donc c'est plus difficile d'envoyer tes expérimentés à ce niveau-là. Puis le seul élément, c'est ça, c'est des bénévoles très techniques, des gens qui viennent et qui maîtrisent une capacité. Donc, cet enjeu-là d'avoir des bénévoles, c'est devenu peut-être trop généraliste, c'est d'avoir les bons bénévoles, puis ça vous oblige probablement, comme organisateur, à mieux cibler la relève, tu le mentionnais bien, et de faire du démarchage pour aller vers ces corps de métiers-là qui peuvent vous amener. Ça amène aussi des enjeux quand on dit en termes de le sanitaire nous a fait goûter à ça, puis la sécurité. La sécurité Mhm. privée coûte cher. Il Très manque de cher. compétition dans ce secteur-là aussi, mais il y a des lois qui empêchent de ce qui peut être fait en fonction bénévole. Donc, les ratios bénévoles, agents de sécurité privés. Donc, il y a beaucoup de complexité. Donc, tu le mentionnais, Stéphane, bâtissez votre programme de reconnaissance et fidélisation de vos bénévoles avec autant d'acuité que vous le feriez pour vos employés. Euh, Puis oui, ça va vous coûter plus cher d'y intégrer des sous pour plus que le party de fin d'événement, mais d'être capable d'avoir des éléments qui sont récurrents, garder le lien, garder le groupe à l'année, les réinviter pour être capable de les réunir pour que cet esprit de communauté reste entre eux. Et ça demande, comme tu le mentionnais, souvent d'avoir maintenant une responsabilité là-dessus dans des années. Puis l'autre élément où on sent une pression, là, quand on parle de l'inflation et de la difficulté, les bénévoles dont il faut prendre soin, ça va être nos membres de conseil d'administration. C'était pendant longtemps assez sympathique d'être sur le CA du festival de notre région. Puis ça demandait une coupe de téléphone les commanditaires locaux, puis c'était pas mal tout. Là, ils vivent une pression intense, assez que certains se posent des questions en disant, j'ai-tu besoin de ça dans ma vie? Des risques de faillite, des assurances, des problèmes, des commandites, des clients insatisfaits. Donc, on aura des gros défis là, pour rendre la vie plus agréable à nos conseils d'administration, mais probablement les aider aussi à professionnaliser la gouvernance de nos événements. Donc, comment on va faire là, pour investir, pour les accompagner, les former en termes de qualité de gouvernance, ça risque d'être un défi des prochaines années.
Ouais, c'est un défi qui concerne toutes les OBNL, là, d'avoir de plus en plus de pression sur la gouvernance, puis d'avoir une gouvernance qui est rattachée à autre chose que ce que c'était traditionnellement, d'avoir plus de valeurs stratégiques aussi, là. Écoutez, on arrive dans les dernières minutes, puis je vais reprendre ce que Ariane disait. Elle dit, bon, ben, on a parlé beaucoup du négatif. Qu'est-ce qui reste comme positif, puis qu'est-ce qui reste comme bonne pratique, je vous dirais, à mettre en place, parce qu'on est à E26, là. Si je vous laisse chacun 3 minutes, on va finir là-dessus aujourd'hui. Puis je vous invite, là, certaines de vos questions n'auront pas été répondues par manque de temps. On va essayer de peut-être leur répondre autrement. Puis en même temps, il y a certaines des réponses qui ne seront pas dans l'activité d'aujourd'hui, qui vont venir dans le programme de formation. Là, je vous rappelle des formations qu'on va lancer. Et puis, il y en a plusieurs là-dedans qui ont été mis en place spécifiquement pour répondre aux besoins, entre autres, celle sur la tarification. Vous en avez tous parlé, là, à quel point c'est rendu une porte, là. Donc, les aspects positifs pour le futur, Gilbert, je vais commencer avec toi. Après ça, François, puis je vais finir avec David. Oui, ben écoute, le plus positif, je pense, dans nous, notre histoire, c'est que les gens sont vraiment contents de se retrouver en personne. Puis ça ne s'est pas essoufflé depuis 2 ans. Il ne faut pas oublier que nous, notre secteur en événements d'affaires est rouvert officiellement depuis mai 2022. Donc, ça fait 2 ans exactement seulement. Mais ce goût de se retrouver en personne, il est là. Si j'avais un petit conseil à donner, moi, c'est quand vous organisez un événement, dévoilez pas l'ensemble de votre programmation à l'avance. Donner les grands points pour que ça soit attractif, là, mais réserver des surprises. Parce que ce que les gens vont retenir, c'est les surprises qu'ils ont vécues pendant votre événement. Donc, si vous l'annoncez à l'avance, c'est plus une surprise. Donc, en termes de valeur d'événement aussi, ça nous demande peut-être de creuser un peu plus sur les contenus qu'on va offrir, la pertinence. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que avant, on était porté à deviner les attentes de nos participants. Maintenant, nous, on les réunit, on fait des petits groupes de discussion pour voir un peu c'est quoi les thèmes qu'ils aimeraient aborder, puis où on va faire des sondages, là, pour être sûr que ce qu'on va présenter comme offre de contenu est pertinent pour les clientèles qu'on a dans nos événements. En général, le taux de satisfaction a bondi. Tu peux atteindre des taux de satisfaction de 90-95 contrairement à 80 qu'on avait dans le passé. François? Ouais, je peux puis rouvrir le micro tout le temps. Euh, on voit c'est ça, dans les festivals, un peu le même principe en disant tout ce qui est un peu pop-up reste à générer beaucoup de valeur ajoutée, d'enjeux peut-être logistiques, mais des effets de surprise qui sont intéressants. Le show caché, le show imprévu, la prestation, la zone expérientielle, le show mystère, j'ai un billet, je ne sais pas ça va être qui. C'est surprenant à quel point ce genre de choses-là peut créer des éléments. Mais on sent vraiment la nécessité de développer sa niche puis son authenticité. Les festivals qui ont réussi à émerger récemment, souvent ciblent un segment de clientèle très précis sur un aspect d'un sport, un artisan c'est des moins grands volumes, mais c'est très niché. Ceux-là, on les sent en croissance également. Et ça questionne ceux qui sont à plus grand volume d'avoir une identité propre. Plus des années où on essaie de se battre à coups de programmation, ce que beaucoup d'organisations font encore, mais une programmation se bâtit sur les artistes en tournée. Donc, c'est sûr que le premier qui a annoncé cet été qu'il y avait Bryan Adams, ça valait d'un héros. Puis après ça, on a réalisé que Bryan Adams allait faire 12 festivals au Québec cet été parce que c'est une tournée. C'est comme ça qu'ils bookent et qu'ils gagnent leur vie. Donc, ça devient difficile de se distinguer. Donc, c'est quoi votre identité propre? Qu'est-ce que vous faites vivre comme expert? C'est quoi votre thématique? C'est quoi les caractéristiques de votre site? Comment c'est différent de le vivre chez vous, ce spectacle-là, que de le vivre ailleurs? Donc, ça, on le sent, là, l'authenticité et la personnalisation font partie beaucoup des éléments qui font que ceux qui se distinguent actuellement là, ont un peu plus de succès, là. Puis cette Ouais, c'est ce notion de qui, demeurer dans la tête, là, je pense que le off festival, les festivals leaders actuellement réussissent à avoir des moments, des clins d'œil, un concert à surprise dans l'année organisé pour demeurer conscient, parce que cette relation affective-là, elle est importante pour des préventes, elle est importante pour la confiance d'acheter des passeports avant même que la programmation soit connue. Donc, c'est de travailler sur sa marque et puis sur la réputation de son festival. David, C'est le le mot de la désavantage de passer le dernier, quand il y a Ouais. déjà beaucoup de très bonnes matières qui ont été données. Puis j'allais justement dans le sens de François. Tu sais,
Puis plutôt même à la limite en nous donnant un exemple, tu sais, nous, on est un festival à thématique agricole. Donc, c'est certain que nos activités, tu sais, notre créneau, notre particularité, notre distinction, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire. On le sait qu'on sera pas, on ne pourra pas battre des grands festivals de musique. Tu sais, on ne s'en va pas sur des terrains qu'on réussira pas à gagner. Au contraire, on a une niche, on a une thématique, on a. Donc, il faut personnaliser ensuite les expériences en fonction de la niche qu'on a. Puis, c'est de créer des expériences. Je pense que c'est vraiment là qui la clé, en fait. Pourquoi que tel événement va être choisi plutôt qu'un autre, ben, ça va être en fonction de l'expérience offerte ou de la créativité aussi qui va être autour là, de la présentation, en fait, de l'événement. Puis en même temps, ben, on parlait de commanditaires tantôt, ça va les amener, ces commanditaires-là aussi, avec, avec ça. Donc, personnalisation, je dirais, c'est pas mal, puis miser sur nos caractéristiques, nos distinctions. Je pense que c'est les deux éléments que je dirais de miser, là. Puis il faut que ça reste le fun aussi. Tu sais, on vend du plaisir, là. Les gens s'en viennent s'amuser à nos événements. Donc, il faut mobiliser nos troupes en fonction que ça soit plaisant. Si déjà on arrive magané, poqué, tu sais, à l'aube de l'événement, ben, on ne réussira pas à être, on va dire, accueillant, tu sais, auprès de nos visiteurs, puis on ne réussira pas à mobiliser non plus nos employés pour l'être ou bénévoles. Donc, il faut garder vraiment la notion de plaisir là-dedans, autant dans l'organisation que dans l'exécution puis la réalisation. François, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, en complément, cette personnalisation-là, ce qu'on observe dans les tendances, mais c'est très difficile de les faire vivre, c'est ce côté immersif et participatif. Il y a un pan de population maintenant, quand ils consomment, ils veulent faire partie de l'expérience et non pas juste la regarder. Donc, longtemps, les festivals, c'était la scène, puis bien du monde. Comment je fais pour être participatif? Comment je fais pour trouver des façons où c'est interactif, c'est immersif en termes ça peut être les technologies, ça peut être autre chose, mais c'est des pistes où les équipes peuvent se mettre à brainstormer en disant et comment le festivalier participe lui-même à l'expérience, comment c'est interactif, comment, puis tu sais, l'expo, c'est un peu ça, en disant le volet le plus traditionnel de la chose, qui est le contact avec l'animal, ben, ça finit par être quelque chose qui, on s'était éloigné, puis oups, là, ça revient, ce côté-là d'être capable de soi-même vivre quelque chose, c'est quelque chose à garder en tête là, dans le développement de nos expériences. Messieurs, on a déjà dépassé la 10h30. Ça va tellement vite. Puis l'événementiel, c'est un sujet qui peut nous amener à un paquet de places. Tu sais, je vois certaines questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, entre autres sur l'éco-responsabilité, sur les programmes de financement et autres, là. Écoutez, il y a plusieurs des réponses de vos questions qui se trouvent dans les programmes de formation, là. Je vous en ai présenté 7 tantôt. On va rajouter celle qu'on a aussi sur le bénévolat. Donc, ça va vous en faire 8 pour trouver les réponses là, à vos questions, là, parce que des fois, une réponse peut engendrer un élément de contenu de 15 à 20 minutes là, pour trouver une solution. François, oui? C'est Oui, quelque chose de fait dans la gestion des plaintes, là, c'est vraiment dans l'air du temps. aussi, oui, effectivement. Mhm. Messieurs, je vous remercie. Je remercie tous les participants qui sont là aujourd'hui. J'aimerais ça vous amener à contribution. On est en train de préparer la grille des rendez-vous de l'automne. Il nous manque une ou deux thématiques. Je suis intéressé à vous entendre. Donc, un petit message avec ce que vous voudriez couvrir comme contenu pour l'automne sur info@espaceobnl.ca. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine, à une de nos prochaines activités. Bye bye.